Bonjour, Caroline Lucas-Leblanc. Vous êtes responsable du service contrôle technique de la conception au syndicat des eaux d'Île-de-France. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit débrief rapide sur les 3 retours d'expérience qu'on vient de voir, très divers, hein, la télérelève, la gestion de l'arrosage et la détection de fuite. Alors, quel est votre retour à chaud, Caroline ? Alors, mon retour à chaud, c'est que globalement, on a eu 3 interventions qui nous montrent à peu près une chose similaire, c'est que l'IoT n'est rien sans l'humain derrière, que avoir des capteurs et des données, c'est bien, mais il faut savoir les interpréter et qu'il faut savoir les monter en fonction d'objectifs métiers. Et ça, Katharina, elle l'a très bien exprimé. C'est très important de construire avec un objectif métier. Voilà. On ne fait pas de l'IoT pour se faire plaisir, on fait de l'IoT pour un objectif métier. Et j'ai trouvé que Guillaume, qui finissait par la notion de réversibilité, c'est extrêmement important et c'est trop souvent oublié dans nos constructions d'aujourd'hui. D'où le cadrage en amont des projets, le mieux du point qu'on puisse. Alors, Franco Novelli, vous êtes expert technique au département cycle de l'eau, ça tombe bien puisqu'on est un petit peu sur ce siège-là, à la FNCCR. Donc, même question que Caroline, à chaud, tac, votre feedback sur ces 3 retours d'expérience. Alors, ce sont des exemples qui montrent bien qu'il y a des belles perspectives, hein, des gains potentiels très importants. Retour sur investissement, là, pour une fois. Là. Oui, tout à fait, des gains de performance, des économies d'eau, beaucoup, des économies d'énergie avec, parce que l'eau est un primé d'énergie dans ces réseaux-là, des économies des réactifs, des matières premières, des tas de choses, donc des belles perspectives, oui. Mais évidemment, avec un besoin de gains en expertise sur ces domaines, ce qui n'était pas forcément le cœur de métier de nos services. Mais ça ouvre effectivement, vous venez de le dire, de belles perspectives pour tous les gens qui nous écoutent. Alors, Caroline, on va peut-être parler un petit peu du CEDIF, hein, juste pour le fun. Alors, une petite carte d'identité rapide. Bon, une petite carte d'identité rapide. Donc, tout à l'heure, Katharina vous a présenté Haut-de-Paris. Donc, nous, on est le CEDIF, on est autour de Paris. Voilà, on est une structure publique. Donc on regroupe 132 collectivités et on produit, on transporte et on distribue de l'eau donc sur ces 132 collectivités, ce qui correspond à peu près à 8000 km de réseau et 275 millions de mètres cubes par an. On a une télérelève sur 540 000 compteurs avec un réseau LoRa. Voilà. Et donc on est à une grosse échelle. Alors, on ne parle pas de pompiers, mais on parle de grosse échelle. Quels sont les défis qui sont spécifiques au CEDIF ? Parce qu'on parle tous de gestion de l'eau, mais vous avez quand même une position un petit peu atypique par rapport à d'autres. Alors, les défis qui se posent au CEDIF sont à la fois des défis qui sont communs à beaucoup de syndicats d'eau, comme celui de produire 24/24, 7/7 à tous nos abonnés, enfin nos usagers en général, avec un défi qu'on a en ligne de mire, particulier qui est que la région parisienne est quand même une région qui reste en expansion en termes d'accueil de population. En revanche, on a une ressource qui, elle, n'est pas en expansion. Donc nous, pour le CEDIF, on puise dans la Seine, la Marne et l'Oise. 97% de notre production vient de ressources de surface. C'est pas la ressource de la meilleure qualité qui soit. On est tous bien au courant de ce qui se passe en ce moment sur les PFAS, les TFA et tout ça. Donc il va falloir qu'on jongle dans les années futures entre l'augmentation de la population et une diminution de la ressource, puisque l'étiage va forcément... voilà. Les prédictions climatiques ne sont pas favorables à des étiages intéressants. Et par ailleurs, on a aussi là-dessus, sur ce même principe du dérèglement climatique, un défi à relever sur la sécurité des installations, puisqu'étant placé en bord de rivière, on est soumis à des problématiques d'inondation, de variabilité importante de la qualité de la ressource, des glissements de terrain qui peuvent emporter les canalisations. Et enfin, le troisième grand défi qu'on a, et là c'est peut-être un peu plus propre à la région parisienne, mais je pense que toutes les grandes villes qui accueillent des événements importants ont le même sujet, c'est celui de la sûreté, et notamment de la cybersécurité, puisque qui dit IoT, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui,
dit numérique, dit réseau Internet, informatique, etc. Et donc un risque supplémentaire et non négligeable, et le risque, je dirais, majeur aujourd'hui. Le risque majeur aujourd'hui, c'est pas celui d'un attentat dans une usine, c'est celui d'un attentat sur les réseaux informatiques. Il faut toujours quelqu'un pour plomber le débat. Merci Caroline de l'avoir fait. Franco, alors on ne va pas faire la carte d'identité de la FNSSR parce que c'est connu comme le loup blanc ici, mais sur la partie spécifique eau, quels sont les services avec lesquels vous accompagnez les collectivités locales? On accompagne l'ensemble des collectivités adhérentes à la FNSSR, plus de 600 dans le domaine du cycle de l'eau, et plus de 60 millions de personnes couvertes par ces services en France. Métropolitaine et outre-mer. Je dirais principalement, les thématiques qui ont été indiquées, l'eau potable, l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, mais également d'autres compétences comme les eaux pluviales ou la défense extérieure contre l'incendie, qui sont portées par nos collectivités adhérentes. Alors, on a vu 3 retours d'expérience, mais je pense que les technologies numériques vont au-delà de ces trois capacités à optimiser la gestion de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ces 3 expériences avec la On a numérique? vu des exemples essentiellement sur l'eau potable et puis aussi sur l'arrosage. Après, les leviers sont très importants sur l'assainissement des eaux usées, avec l'autosurveillance, ce qu'on appelle autosurveillance, parce qu'on s'autosurveille un assainissement, sur le réseau des collectes d'eau usée, pour la surveillance de tous les points d'entrée, sur le réseau lui-même, sur les points de déversement quand ils sont en surcharge, sur les stations de traitement, et pas uniquement en termes des flux d'eau usée, et d'eau parfois des pluies collectées par ces réseaux, mais aussi en termes des rejets qu'elles peuvent porter, mais aussi qualité, je voulais dire. C'est peut-être un petit peu moins glam comme sujet, mais c'est un sujet malheureusement c'est aussi important dans un contexte de changement climatique où les systèmes d'assainissement se doivent, un peu comme les réseaux d'eau potable, d'être étanches, de ne pas perdre de l'eau. Pareil, de ne pas déverser plus que nécessaire, uniquement dans des situations extrêmes, et savoir garder, aussi bien pour le réseau d'eau potable que pour l'assainissement, savoir garder l'eau dans les réseaux, et ne pas les perdre. C'est très important. Caroline a prononcé le mot cybersécurité, ça m'a surpris. On sait que les cyberattaquants s'attaquent à tout, les hôpitaux, nos limites. J'imaginais pas qu'on s'attaque à l'eau. Est-ce que c'est pour voler de l'eau? C'est pour voler quel genre de données? Qu'est-ce qu'ils recherchent, les cybercriminels? Oui, alors, des rançons, c'est pas forcément des données, soit c'est des attaques larges qui ne visent pas spécifiquement les services d'eau potable d'assainissement, mais c'est des attaques globales, des menaces globales, et puis si on n'est pas un minimum protégé contre ces menaces, eh bien on est victime, et puis comme tout le monde, on a ces systèmes paralysés, bureautiques, mais aussi industriels, ce qui pose vraiment un problème pour le service. Un petit exemple à citer ou pas? Oh oui. Ou alors on ne peut pas le dire Oui, il a déjà un peu, mais tout le monde connaît peut-être la métropole d'Angers, et puis tous les services de la collectivité qui ont été paralysés et puis pris en otage, vraiment désorganisés par cette attaque. Plus récemment, un acteur de l'assainissement, le SIAP par exemple, a été victime d'une cyberattaque. Ils ont su se relever, mais ils ont été quand même touchés. Donc la menace est bien là, oui. Il faut pas la négliger. Merci de nous mettre le doigt sur cette menace à laquelle on ne pense pas forcément. Caroline, au CEDIF, on est là pour parler de solutions numériques. Donc, qu'est-ce que vous avez fait au CEDIF? Quel résultat avez-vous obtenu aussi? Du coup, au CEDIF, on a des choses assez similaires à ce qu'on a vu cet après-midi. On a développé depuis un certain temps les capteurs acoustiques. Alors à la fois les capteurs acoustiques pour écouter le bruit dans les canalisations, mais aussi toute une batterie de capteurs multiparamètres en réseau. L'objectif étant d'assurer la traçabilité de l'eau,
Donc à date, on a aujourd'hui à peu près 1500 capteurs acoustiques et 220 sondes multiparamètres. Et d'ici la fin de l'année 2025, tout ça va largement s'accroître, puisqu'on va passer aux alentours de 12 000 capteurs acoustiques et accompagnés de 43 000 compteurs Kamstrup. Donc pour ceux qui connaissent les compteurs Flow, qui sont à la fois des compteurs qui comptent, c'est ce qu'on leur demande, et des compteurs qui écoutent. Donc ça, c'est ce qu'on va faire d'ici la fin de l'année. Et à côté de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'IoT c'est bien, mais l'humain et la capacité d'expertise d'analyse de données, c'est important. Donc on a aussi développé toute une série d'algorithmes autour de la gestion patrimoniale, puisque la donnée aujourd'hui, notamment des capteurs acoustiques, elle nous amène un renseignement sur une fuite en cours. Notre objectif, elle est d'éviter la fuite, c'est-à-dire d'être en amont de la fuite. Donc là, actuellement, on a travaillé avec la société Altereo, par exemple, pour développer un algorithme de gestion prédictive des CAS, donc une gestion patrimoniale anticipée du réseau, et de manière aussi à être en capacité d'avoir une politique de renouvellement patrimonial qui soit ciblée. Puisque depuis quelque temps, on parle beaucoup des capacités financières des collectivités à renouveler leur réseau, puisqu'on doit lutter contre les fuites, puisque la ressource s'amenuise, puis que globalement, il faut qu'on soit tous vertueux. On demande à tous les usagers aujourd'hui de fermer leur robinet quand ils se lavent les dents. Déjà, si nos réseaux effuyaient moins, bon, voilà. On serait bien. Donc la gestion patrimoniale anticipative, elle est très importante, puisque au lieu d'aller dépenser de l'argent en disant bon j'ai un réseau, il est de 1925, donc je pense qu'il va casser un jour, je vais le renouveler. C'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des fontes de 1925 qui sont super résistantes et vachement plus résistante qu'une fonte de 1969 ou qu'un PE, un polyéthylène, posé en 1980. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'environnement dans lequel il est posé. Est-ce que j'ai un tramway au-dessus? Est-ce que j'ai des lignes de bus? Est-ce que je suis dans une zone de corrosivité, etc. Et tout ça, en fait, grâce à maintenant des outils numériques, de la cartographie, des algorithmes et l'intelligence humaine, on arrive à avoir des zones de projection en se disant finalement, je pensais aller renouveler cette année toutes mes fontes de 1923. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire autre chose. Je vais aller renouveler plutôt à cet endroit-là, cet endroit-là et cet endroit-là. Et ça va me coûter finalement peut-être moins cher aussi. Et ça, c'est un autre levier et c'est un autre point d'attention. On est tous ici globalement représentants de collectivités et les budgets des finances publiques ne sont pas extensibles. Le prix de l'eau, c'est un vrai sujet et donc il faut un sujet auquel il faut qu'on fasse très attention. Et donc dans la gestion patrimoniale, c'est très important. Donc l'IoT, oui, pour savoir ce qui se passe, mais un peu d'anticipation et d'outils numériques pour anticiper, c'est bien aussi. Et donc aujourd'hui au CEDIF, on est... j'ai eu les chiffres il y a 3 semaines du rendement 2024, on était à 91,64% de rendement. Ça veut dire de 8% de perte, grosso modo. Voilà, on est à 8, et quelques pourcents de perte. C'est un gros travail, c'est un travail au long cours. En 2015, on n'était pas là. En 2015, on en était à 87%. On a fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, le POUIEM qu'on doit aller chercher, il va être très compliqué. Mais on va essayer d'y aller. Franco, on parle d'IA évidemment, forcément. Alors, beaucoup dans la vidéoprotection, la détection faciale, la reconnaissance d'image, etc. Est-ce qu'il y a des algorithmes IA aujourd'hui dans le domaine, dans la sphère de l'eau, où c'est pas encore vraiment implanté? Oui, tout à fait, oui. Dans des applications pour les réseaux d'eau potable, oui, et notamment sur la base, comme cela a été évoqué, à partir de certains critères comme l'âge des canalisations, le matériau, le diamètre, la pression et d'autres critères qu'on peut introduire, et trouver sur un réseau des secteurs où la probabilité des fuites est plus importante. On peut faire la même chose sur des réseaux d'assainissement, mais l'enjeu est différent. Encore que ce sont des algorithmes
Voilà, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui sur d'autres domaines. Hein. Il n'y a pas d'apprentissage à proprement parler, hein, mais quand même, ce sont des outils qu'il faut, intégrer pour accompagner une bonne gestion patrimoniale, parce que ça ne fait pas tout du tout, d'ailleurs. Hein. Donc, ça accompagne, mais ça ne fait pas une gestion patrimoniale qui, elle est basée sur un état des lieux, la connaissance et une gestion des investissements qu'on fait, qu'on planifie. Une question pour vous deux, parce que tout à l'heure, enfin, même d'autres intervenants ont parlé du risque que faisait peser l'obsolescence technologique des réseaux de télécommunications. Qu'est-ce que vous en pensez de façon concrète? Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelles sont les solutions possibles pour éviter de tout jeter à la poubelle et recommencer à zéro? C'est toujours un pari, hein, à faire le choix d'une technologie. Là, on voit aujourd'hui, et c'est un défi pour les collectivités, beaucoup sont très dépendantes encore des réseaux cuivre, 2G, 3G, qui vont s'éteindre. Hein, la fin est programmée. Donc, ils doivent décider maintenant d'échanger, parfois un petit peu des manières pas très réfléchies, énormément d'équipements, pour passer sur une technologie dont ils s'interrogent. Quel est l'avenir? Est-ce que je vais sur la 4G? Sortir une boule de cristal ou... Exactement, oui. Alors qu'ils constatent aujourd'hui même que les équipements qui remplacent, ils sont en parfait état des marches. Souvent, quand il s'agit des automates, chacun à 3 000, 4 000 euros. Il y a des dizaines de milliers d'équipements de ce type-là. Et bon, il faut quand même passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, on s'est dit, ça va être quoi? Vous avez une réflexion sur cette obsolescence technologique programmée? Oui, on a une réflexion sur l'obsolescence programmée. Alors après, aujourd'hui, dans le monde du SI industriel dont parlait Franco, notamment sur les automates, on le sent un peu moins, parce qu'on est sur des opérateurs qui sont assez historiques, type Siemens, Schneider, etc. Là où ça se pose, c'est pas une obsolescence programmée que la question qu'il y a sur la communication. Donc la fin du cuivre, éventuellement la fin de l'AURA dont on parle depuis un certain temps. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a peu de visibilité, en tout cas, sur ce qui va se faire demain. Et je pense que c'est un travail important qu'on doit mener, notamment avec des acteurs comme la FNCCR, ce qui nous permet d'être plus forts en termes de regroupement de collectivités, puisqu'il faut qu'on aille aussi quand même interroger les opérateurs et puis peser aussi sur certaines décisions. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. L'obsolescence du LoRa, en tout cas la fin du LoRa, mais nous mettra tous dans la difficulté. Donc il faudra qu'on trouve quelque chose. Si on laisse le LoRa s'éteindre. La question, c'est doit-on laisser le LoRa s'éteindre? Y a-t-il pas une manière de peser autrement, de faire autre chose? Aujourd'hui, on passe en 2G, 3G, 5G, enfin tout s'accélère. Je crois que la 4G, c'était quand? C'était il y a 18 mois, 2 ans peut-être. On nous annonce déjà la 5G, la 5G+. Nous, on a encore des équipements en 2G, clairement. Donc il faut qu'on y réfléchisse. On est en train de tous les remplacer pour passer en 4G. Et on nous annonce la 5G. Donc, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. De toute façon, on courra après. Je pense qu'on va courir après la technologie parce que les majors sont plus fortes que nous. Pour autant, il faut qu'on arrive à peser sur ces développements. Bien, le temps file comme l'eau qui fuit dans les canalisations. Non. Ariel, on attend le temps d'une question ou on rend directement l'antenne? Alors, une question. Allez. Vous parliez merci beaucoup pour le débat. Vous parliez de gestion patrimoniale fine. Est-ce que vous envisagez, dans un futur peut-être un peu plus lointain, d'aller jusqu'à un jumeau numérique de vos installations? Oui, on est en train de construire notre jumeau numérique.
en tout cas nos jumeaux numériques, puisqu'il y en aura deux. Il y aura un jumeau numérique qui va concerner les installations industrielles, donc les usines, les ouvrages d'approvisionnement. Il y aura un jumeau numérique sur le réseau. L'un construit à partir du BIM et l'autre construit à partir d'un SIG en réalité augmentée 3D. Eh bien, je vous propose d'applaudir chaleureusement Caroline Lucas-Leblanc et Franco Novelli. Merci.